Comment le respect du vivant et des lois naturelles s'avère vecteur d'épanouissement et d'éveil à plus grand que soi. Nutrition, psychologie, spiritualité, naissance naturelle, maternage proximal et parentalité consciente, découvrons ensemble comment la santé du corps, de l'âme et de l'esprit permet de retrouver du sens et un abord joyeux de l'existence. Je suis Chloé Houdin-Gasquet, psychologue, psychothérapeute et maman de 3 enfants. Vous écoutez À Cœur Joie, le podcast pour naître et grandir en conscience. Aujourd'hui, je reçois Sophie Mingui. Sophie a été médecin pendant 20 ans, puis handicapée lourdement. Depuis sa réhabilitation, elle propose des ateliers de méditation pour l'éducation à la santé dans le Var. Elle est autrice du livre « De l'urgence à la conscience » paru en 2023 et prochainement d'un autre ouvrage « L'invisible est à tout le monde » à paraître en 2025. Bonjour Sophie. Bonjour Chloé. Alors tu as un parcours très intéressant, tu es médecin de formation, Oui. tu as exercé la médecine pendant de nombreuses années et puis tu tombes malade et c'est un immense bouleversement dans ta vie. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire ? Oui, bien sûr. Effectivement, j'ai pratiqué la médecine pendant 15 à 20 ans. Ça dépend un peu comment on compte avec les études. Voilà, j'étais tout à fait passionnée par mon activité. J'étais médecin urgentiste. J'avais depuis l'adolescence quand même quelques problèmes de santé, avec notamment des douleurs. J'avais déjà été opérée. J'avais un parcours qui était, pour mon jeune âge, un peu marqué déjà au niveau de ma santé. Mais je m'en préoccupais pas tellement parce que j'étais très très passionnée par la vie qui était la mienne au quotidien, à la fois professionnelle et personnelle. Et puis, effectivement, vers un peu plus de 35 ans, vers 37-38 ans, il y a eu vraiment un événement marquant et je me suis retrouvée, pour le coup, complètement démunie, handicapée, alitée, incapable en fait de me tenir debout, de fonctionner, incapable même d'avoir un temps sans douleur, parce que j'avais une problématique de douleur qui était extrêmement intense. J'avais mal le jour, la nuit, à l'arrêt, au repos, en activité tout le temps. Voilà, donc cette difficulté a fait que j'ai dû m'arrêter, bien sûr, de travailler d'une part, mais m'a surtout plongée assez radicalement de l'autre côté de la barrière, et je me suis retrouvée dans la peau du patient qui cherche à aller mieux, qui teste un petit peu les possibilités qu'on lui offre et voilà, et qui est en recherche de solutions sans trouver beaucoup de réponses à ces questions. Notamment. Donc ça a été assez radical. Voilà comment ça s'est passé pour la première partie. Qu'est-ce que tu as découvert par cette expérience-là, douloureuse du coup ? Écoute, le fait d'être alitée comme ça m'a déjà fait découvrir que notre médecine avait beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients, et a largement pondéré la vision que j'avais initiale de ce qui était possible, en fait, de ce qu'on savait faire, de ce en quoi on était bon. Et il reste beaucoup de choses dans lesquelles nous sommes bons, médicalement parlant, mais il y en a aussi beaucoup pour lesquelles on est très largement imparfait. Ça m'a fait goûter aussi toute cette dimension du rapport humain, de ce que c'est que d'avoir besoin de l'autre, de ce que c'est que d'être handicapé, de chercher des solutions, d'avoir recours à un tiers en imaginant qu'il va savoir mieux que soi. Voilà, et de l'importance de l'empathie, de la douceur, du bon accueil en fait dans la relation de soins, ce qui n'était pas quelque chose sur lequel je m'étais beaucoup arrêtée. Non pas parce que ça ne m'intéressait pas, mais parce que ça m'était à moi assez naturel. Et donc, j'avais pas du tout conscience qu'il y avait éventuellement des patients qui ne vivaient pas ça, qui n'étaient pas forcément très bien accueillis, et que cette dimension était largement sous-estimée dans nos pratiques médicales, même si ça a tendance à changer, c'est tant mieux. Ça m'a déjà fait découvrir toute cette partie-là. Ça m'a fait découvrir ce que c'est que de prendre beaucoup de médicaments, de goûter les effets secondaires, de voir quel effet, quel impact ça a sur notre physiologie,
de comprendre enfin, ce qu'on n'avait pas cessé de me dire pendant 20 ans, hein, que, bah, les médicaments parfois c'était bien, mais c'était aussi difficile à vivre et lourd à prendre. Ça m'a remis déjà dans cette peau d'humilité en fait, non pas d'être la personne, qui sait, mais d'être la personne qui cherche. Mmh. Hem et qui fait de son mieux au quotidien, mais avec, quand même quelque chose de très imparfait. Donc ça a été, très précieux et pendant, une première année, j'ai été vraiment quelqu'un, qui était, très à l'écoute, hein, de mes collègues, de mes confrères. Je prenais bien les traitements et j'ai essayé de résoudre, ma problématique avec les propositions habituelles et puis ça n'a pas fonctionné, voire, je me suis beaucoup aggravée, et donc j'ai dû, vraiment à ce moment-là complètement m'extraire de mon habitude culturelle médicale et aller explorer d'autres horizons et c'est comme ça que j'ai commencé à me tourner vers, initialement ce qui pourrait être assimilé à une petite auto-hypnose, à des formes d'auto-hypnose pour au moins trouver du soulagement et puis ce qui finalement est devenu de la méditation et puis ce qui finalement est devenu une totale passion de l'exploration intérieure, de la conscience, de nos ressources, de ce que nous sommes et nous ne savons pas du tout ce que nous sommes, Mmh. et de tout ce que nous sommes capables de découvrir et d'améliorer dans notre expérience, non pas dans ce que nous sommes fondamentalement, mais au moins dans notre expérience de vie, en particulier quand elle est difficile. Qu'est-ce que tu as découvert grâce à la méditation? Bah, la première chose très marquante, c'est à quel point on ne se connaît pas, en fait, à quel point nous n'avons pas du tout, pour usage de retourner notre attention vers l'intérieur. Donc nous ne savons pas comment nous fonctionnons, nous ne savons pas de quoi nous sommes faits, nous ne savons pas comment s'articulent, les pensées avec les émotions, comment est-ce que, ce duo a un impact sur la santé du corps, sur la sensation. Pourtant, on le vit, on sait que quand on est stressé, le corps est tendu, on sait que quand on est amoureux, le corps est léger. On voit bien qu'il y a un lien entre les 2, mais on a, un artifice de séparation entre, on va dire, le corps et l'esprit, pour faire simple, qui n'est pas du tout fidèle à la réalité des choses. Il y a vraiment un moment où en fait la pensée devient une molécule, il y a un moment où l'émotion, heu, devient, une sécrétion, si j'ose dire, une contraction ou un soulagement, et c'est très précieux de l'explorer de l'intérieur et de voir comment tout ça, fonctionne et surtout de voir à quel point, par cette même attention, nous avons une possibilité, une capacité de prendre, de la distance ou alors carrément même de venir apaiser, soulager, pacifier, ces endroits de soi qui sont, sollicités, et souvent, ignorés en fait, tout simplement parce que notre attention est sur nos objectifs, sur nos intérêts extérieurs, sur nos préoccupations de vie, sur des critères de réussite, relationnel, matériel, social. Voilà et donc c'est vraiment tout à fait, fascinant, passionnant de découvrir que en fait, on ignore totalement, ce qui nous constitue. On l'ignore à la fois dans sa nature et aussi dans ce que dans la façon dont on est capable de l'habiter, de le réguler, de l'apprivoiser, de le raffiner, de l'harmoniser. Donc ça a été vraiment un voyage passionnant de voir, déjà ça et puis, ça c'est quelque chose qui a été très pragmatiquement, important pour moi parce que c'est comme ça que sont arrivés les premiers soulagements, en fait, par ce retournement de conscience vers l'intérieur, par, l'attention au souffle, la respiration. Très rapidement, je pouvais goûter une forme d'anesthésie du corps, une décontraction profonde, et donc c'était une vraie solution pour moi, même si ça ne réglait pas tout. Voilà, donc ça, c'est vraiment déjà une première étape, très importante, de ce voyage. Alors du coup, tu as inclus la méditation à ton quotidien au début, c'est ça? Tu as été accompagnée, tu as suivi des ateliers? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça?
Ouais, au départ, j'ai pratiqué dans mon lit. En fait, je pouvais pas sortir de mon lit, donc j'avais beaucoup de temps. Et j'ai pratiqué toute seule, parfois avec de la musique, parfois avec des petites bandes vidéo YouTube, là, avec des méditations d'accompagnement. Mon objectif, c'était vraiment le calme, la paix et la détente. Voilà, j'avais pas du tout une ambition de guérison, de rémission, de réhabilitation quelconque. J'avais juste l'envie de pouvoir me sentir en paix avec mon expérience. Comme je vais mal répéter, que si j'avais mal, j'ai mal de façon détendue, décontractée, sans être stressée, sans être dans la peur du moment d'après. Voilà, c'est ce que je voulais m'apporter. Et puis c'est trouvé que ben là, j'ai même eu des grands soulagements parce que en fait, on ralentit le système hein, quand on fait ça. Donc on se détend, c'est sûr. On s'allège, c'est sûr aussi, mais même physiologiquement, on diminue. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait montré maintenant. Hein, la sécrétion des molécules d'inflammation. On augmente le système immunitaire, on augmente des molécules qui s'appellent des endorphines, qui sont des molécules qui font du bien, avec lesquelles on se sent bien, et donc on a un état physique qui change lui-même, en fait, grâce à ces pratiques-là. Et comme effectivement, au départ, j'avais du temps et puis même de la passion, parce que c'était les moments où j'étais le mieux, donc forcément, je me faisais pas trop prier. C'est comme ça que j'ai fait. Pas vraiment accompagnée, mais bien guidée intérieurement par le fait que je me raccrochais à quelque chose de plaisant. Voilà, une musique plaisante, une voix plaisante, un état qui me satisfaisait. Je ne supportais absolument aucune contrainte supplémentaire, aucun effort. Ça devait être quelque chose qui se présentait sans aucun effort. Voilà, je ne pouvais pas ajouter même un effort d'horaire, un planning, un plan d'action. C'était absolument inaccessible. J'avais besoin d'une douceur infinie. Et c'est comme ça que je me suis traitée, avec une douceur infinie. Voilà, pour mon plan de route qui n'en était pas un finalement. T'as pu guérir ou est-ce que ça a été un antidouleur seulement? Alors oui, c'est une très bonne question parce que d'abord ça dépend ce qu'on appelle la guérison. Habituellement, la guérison est associée à la disparition des symptômes, ce qui est finalement une vision de la guérison très étriquée puisque les symptômes sont la manifestation de certains déséquilibres et il se peut que le fait de résoudre certains déséquilibres fasse démasque d'autres déséquilibres ou nécessite en fait un rééquilibrage plus profond et plus global de l'ensemble. Donc il faudrait déjà avoir une définition commune de cette guérison qui, dans nos pays, est encore une fois associée au fait à la disparition de l'inconfort, ce qui est finalement très étriqué et surtout très faux. Hein. La santé, elle donne aussi de l'inconfort. Quand on fait du sport, on a des courbatures. Et parfois, c'est tout à fait sain et ça nous fait du bien. C'est une façon aussi qu'a le corps, encore une fois, de se travailler, de s'adapter, de s'harmoniser, d'évoluer. Donc ça, c'est une première chose. Moi, je vais plutôt le mettre dans une autre catégorie qui n'est pas la disparition de l'inconfort, mais qui, on pourrait dire, est liée à deux paramètres. Le premier, c'est de pouvoir avoir une fonctionnalité satisfaisante. Il est bien évident que quand on est au fond de son lit et qu'on ne peut plus rien faire de ce qu'on aime, c'est quand même que ça ne va pas fort et qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Le deuxième, c'est d'être en paix avec ce qui se passe en soi. C'est-à-dire que, hein, si je reprends l'exemple de mes courbatures, il y a des gens qui adorent avoir des courbatures parce que c'est le signe qu'ils ont bien travaillé, que ça a été efficace et qu'ils ont bien poussé la machine. Il y a des gens qui ont horreur de ça parce qu'effectivement, c'est associé au mal-être, à une forme de maladie, une forme de douleur qui ne leur fait pas plaisir. Donc ça, c'est très relatif. Mais un autre pilier pour moi, c'est d'être en paix avec ce qu'on vit. Alors si on prend cette définition de la guérison, c'est-à-dire celle d'être fonctionnel et être en paix avec ce qu'on vit, oui, tout à fait. La méditation, c'est quelque chose qui m'a amené à être guérie, à me vivre guérie, même si il est resté des inconforts et que cette
et que cette progression en fait de l'état d'équilibre n'a pas cessé et elle est toujours actuelle. Il y a toujours des choses qui bougent, il y a toujours des choses qui se révèlent, des transformations en cours. Mais ça ne m'empêche pas d'être fonctionnelle et certainement pas d'être en paix. C'est quelque chose que je regarde avec beaucoup de curiosité et d'intérêt. Donc voilà, c'est vraiment très très rare, voire exceptionnel maintenant que je sois en difficulté avec la vie de mon corps. Donc dans ce sens-là, oui, je peux dire que c'est quelque chose qui m'a amené la guérison, cette pratique-là. Et à quoi as-tu accédé grâce à la méditation? Est-ce que Oh, ça t'a ouvert des fenêtres? quelle grande question. Euh, la réponse qui me vient spontanément, c'est à la vérité. Je dirais ça comme ça. C'est-à-dire à la possibilité de voir au-delà de nos habitudes mentales, émotionnelles, physiques, sociétales, intellectuelles, énergétiques aussi, parce que c'est une partie dont on parle peu en Occident, mais qui est très importante dans notre santé et en Orient, qui est tout à fait courante. Ça m'a permis vraiment d'avoir une vision beaucoup plus véritable et authentique de ce qu'est la vie, de comment elle s'organise, de à quoi elle est soumise et comment finalement, oui, la qualité de nos pensées, le choix de nos expériences, notre façon de nous habiter nous-mêmes en fait, la conditionne et nous délivre une expérience plutôt qu'une autre, une réalité plutôt qu'une autre. Voilà, ça m'a donné vraiment accès à cette notion que la relativité n'est pas qu'une une loi de la physique bien connue. La relativité, c'est quelque chose d'omniprésent dans l'expérience de chacun. Et que la vérité, la nature véritable de ce que nous sommes est bien plus profonde que ce sur quoi on porte notre attention habituellement. Bien plus paisible aussi, plus vaste, respirante. Cet endroit de profondeur en nous est un état qui est tout à fait agréable, dans lequel non seulement on peut plonger, mais qu'on peut même habiter en permanence. Et ça donne une toute autre saveur à l'existence. Donc ça m'a ouvert, c'est pas une petite lucarne, hein, c'est une grande baie vitrée sur cette réalité-là et ce bonheur-là. Tu parlais de l'énergétique. Est-ce que tu peux nous définir un peu cette chose-là qu'on connaît effectivement pas très bien en Occident, hein? Ça peut paraître même être un petit peu New Age de parler d'énergie. Donc, est-ce Oui, que tu peux nous en parler, toi? oui, oui, c'est quelque chose avec lequel on a un rapport assez compliqué, assez complexe. Voilà, juste parce que c'est rigolo, par exemple, les méridiens hein, et le fait qu'on a une anatomie énergétique dans le corps, c'est la base de la médecine traditionnelle chinoise, c'est la base de l'Ayurveda, c'est la base de la médecine d'autres continents, c'est quelque chose de tout à fait décomplexé ailleurs. Mais comme la qualité d'énergie dont on parle, en fait, nous ne pouvons pas la voir jusqu'ici. C'est pas quelque chose qui est admis en Occident. C'est assez marrant parce que on a quand même des études qui montrent que la médecine énergétique, notamment traditionnelle avec l'acupuncture, par exemple, le shiatsu et d'autres possibilités, ça marche, ça aide beaucoup. Donc c'est quelque chose qui rentre à l'hôpital par une petite porte dans les services de soins palliatifs, de cancérologie, en général dans les services de maladies chroniques dans lesquels les gens sont très éprouvés et où on est d'accord de prendre un petit peu toutes les ressources possibles. Et puis c'est aussi quelque chose qui rentre par la petite porte parce qu'il y a quand même des diplômes universitaires pour faire de l'acupuncture. On peut être médecin acupuncteur. Donc c'est assez marrant de voir que à la fois en fait on tient à ces bénéfices, mais on a du mal à sauter le pas pour dire ah oui tiens cette réalité on peut s'appuyer sur elle pour prendre soin de notre santé et la respecter en tant que telle. Ce que je peux dire, c'est que mon expérience, quand on retourne l'attention vers l'intérieur, c'est que cette réalité énergétique, elle apparaît d'elle-même. On sent qu'il y a des endroits où où c'est circulant, en fait, le flot, il y a une espèce de sensation de circulation.
de soi-même intérieur. Et puis il y a des endroits où c'est bloqué, ça ne passe pas. Et là où ça ne passe pas, juste en dessous, ça fait mal. Donc c'est corrélé avec certains symptômes. Et puis on peut faire aussi l'expérience qu'avec notre attention, si on vient tranquillement avec notre attention, un peu comme on voudrait décontracter un muscle, hein, en le détendant, hein, on est les maîtres, hein, finalement, de nos possibilités aussi corporelles, puisque avec notre attention et notre intention, on sait contracter un muscle, mais on sait aussi le détendre. Quand on vient faire ça, sur ces réseaux-là, ça marche exactement de la même façon, et on peut avoir une meilleure circulation, et ça fait une meilleure santé, c'est beaucoup plus agréable. Donc finalement, on pourrait dire que, je pourrais définir ça, cette énergétique, hein, comme le ressenti de soi-même intérieur et de la circulation de soi-même à l'intérieur. C'était assez marrant, cette réserve et cette association avec le New Age dont tu as parlé, ou des risques en fait vis-à-vis de l'énergétique, parce qu'effectivement, c'est vrai que beaucoup de choses existent, mais c'est vrai aussi que si on se rend en Orient, en fait, il y a des encyclopédies entières, des traités entiers de médecine énergétique. C'est quelque chose qui est un fondamental et une connaissance parfaitement éprouvée depuis des millénaires, qu'on a beaucoup de mal à s'approprier, probablement d'ailleurs parce que contrairement à cette région du globe, nous n'avons pas de tradition dans laquelle nous mettons notre attention vers l'intérieur et dans laquelle du coup nous pouvons sentir cette réalité. Nous avons une tradition qui met notre attention sur l'intellect, la déduction, la logique et la sagacité mentale. Et donc, du coup, ça nous est inconnu, alors même que c'est tout à fait usuel, banal et la base, en fait, pour d'autres cultures. Tout ça pour dédiaboliser un petit peu ce sujet. Ça ne veut pas dire que tout ce qui se présente et se propose comme de l'énergétique est merveilleux et extrêmement efficace, ce qui est vrai également pour la médecine, hein, d'ailleurs. Il y a des choses qui ne sont pas très efficaces, qui ne font pas beaucoup de bien, qui sont quand même proposées comme étant médicales. Quand on est un petit peu de l'autre côté, hein, et qu'on prend, comme je le disais, les traitements, on s'en aperçoit. Et d'ailleurs, la médecine ne cesse jamais de se réactualiser, hein, pour de s'étudier et de vérifier que ce qu'elle a cru vrai à un moment le reste, et que ce qu'elle prodigue fait toujours plus de bien que de mal, et c'est pas toujours sa conclusion, hein, elle a cette honnêteté-là. Donc tout ça pour dire que quand on se départit de certains a priori, de certaines associations d'idées un peu marabouteuses, bizarroïdes, et qui sont fondées sur de la crainte, on peut découvrir, et surtout quand on retourne l'attention vers l'intérieur, on peut découvrir que cette vie de l'énergie, elle est très réelle en fait, et elle est très importante. Et c'est quelque chose que tout le monde sait, parce que tout le monde sait s'il a une bonne vitalité ou pas. Tout le monde sait sentir s'il se sent en forme, avec de l'énergie, c'est d'ailleurs exactement ce qu'on dit, hein, je suis plein d'énergie, ou pas. Voilà, donc c'est pas quelque chose de mystique en fait, hein, c'est quelque chose qui est tout à fait banal, simplement on lui accorde pas une importance à la hauteur de ce que ça mériterait. Et c'est une des possibilités que m'a offert la méditation, et ces longues heures à étudier comment ça se passe, hein, c'est de voir que tous les phénomènes à l'intérieur de nous ont une énergie, viennent d'une énergie, existent à travers une énergie. C'est pour ça que quand on réfléchit beaucoup, on a mal à la tête, c'est parce qu'on a beaucoup trop d'énergie dans la tête, et ça pèse en fait, ça fait mal. Voilà, et que cette formule de base de nos phénomènes est très intéressante en tant que telle, parce que, et encore une fois, c'est quelque chose dans lequel l'Orient est excellent, parce que quand c'est mal régulé, quand c'est bloqué, quand c'est mal connu aussi, hein, et donc négligé, et qu'on ne prend pas soin de sa vitalité et de la circulation de sa vitalité, ça ne donne pas une condition physique optimale, quoi. Et on en a quelques répercussions, si ce n'est de lourdes répercussions. Hein. C'est aussi ce qu'on va voir chez les personnes qui s'aperçoivent que, en fait, comme ils ont un émotionnel très lourd, qu'ils ont vécu beaucoup de choses et que c'est très dur, il y a des répercussions sur leur corps, etc. Oui, parce que l'émotion, c'est une forme d'énergie
qui après peut s'accumuler et peut donner des problèmes au niveau du corps. C'est le vécu de chacun en définitive. Simplement, quand on essaye de mettre des concepts dessus, comme tout le monde n'est pas d'accord sur la définition du concept en question, ça peut devenir un peu difficile et on peut avoir là certaines querelles de clocher. Moi, j'ai beaucoup de plaisir, de curiosité et d'enthousiasme à réunir les savoirs, à les corroborer entre eux, à essayer de faire une traduction d'un lexique à l'autre, parce que voilà, on est très nombreux à vivre, on a tous une condition humaine, donc les choses, on les vit. On ne sait pas toujours les expliquer, mais on les vit. Et je trouve ça très intéressant qu'elles aient été décrites et modélisées de certaines façons à un endroit, d'autres façons sous d'autres formes et avec un autre intérêt à d'autres endroits. Et qu'on puisse réunir tout ça pour un meilleur service à nous-mêmes, en fait. Justement, est-ce que, exploration de la conscience et médecine, c'est compatible, en Occident? Oh oui, bien sûr, ça se fait déjà, en fait, hein. Je suis pas une grande pionnière, il y a déjà l'intégration des programmes, de ce qu'on appelle de méditation de pleine conscience, chez les douloureux chroniques, chez, les personnes qui ont, en règle générale, des maladies, au long cours. On sait que ça aide aussi, je sais pas, si vous avez une hypertension, par exemple, chronique, ça a déjà prouvé ses bénéfices. Il y a des gens qui ont fait des travaux merveilleux là-dessus. La pratique méditative, on sait que ça fait du bien. On a prouvé que c'est puisqu'on aime bien cette culture-là, de la preuve, hein, on a prouvé que c'est quelque chose qui apporte beaucoup à la physiologie, à l'équilibre global, au ressenti de la qualité de vie, un meilleur ressenti de qualité de vie, à l'apaisement des émotions, à l'amélioration des relations. Voilà, c'est déjà là, en fait, hein. Après, ce qu'on ne sait pas vraiment, c'est comment ça marche. Ce qu'on ne sait pas vraiment, c'est quelle est la nature de la conscience. Ce qu'on ne sait pas vraiment, c'est qu'est-ce qui se passe finalement quand on médite et qu'il y a cette espèce de pouvoir, hein, de venir apaiser tous les systèmes, pacifier les conflits intérieurs et donner ce ralentissement et cette meilleure harmonie intérieure. Voilà, ça c'est un peu les questions que chacun se pose, mais les effets, on a déjà pu voir que c'était bien. Donc oui, je pense que c'est tout à fait conciliable. Je vais participer prochainement à un sommet euh, de ce qu'on appelle la médecine centrée sur l'humain à Bordeaux au mois de novembre et qui va comme ça rassembler beaucoup de praticiens qui ont différentes cordes à leurs arcs, dont celle de la méditation, de l'écoute profonde, de la musicothérapie, de vraiment plein d'autres alternatives que la médecine allopathique, qui encore une fois a ses vertus, mais qui est incomplète et insuffisante dans beaucoup de cas. Et on a besoin de ce rassemblement. Donc oui, non seulement je crois que c'est compatible, mais je pense que c'est profondément souhaitable et bienvenu pour beaucoup de personnes qui en ont besoin. Justement, quel est ton regard sur, la maladie et le soin aujourd'hui en tant que médecin? D'abord, avant la maladie, c'était quelque chose qui relevait plutôt d'une stratégie guerrière, d'un combat, enfin, comme quelque chose d'étranger à soi qui venait nous perturber alors qu'on ne l'avait pas invité. Évidemment, cette vision-là a tout à fait changé, et c'est assez marrant d'ailleurs de revenir à cette vision-là et de voir que c'est fou comment on peut exclure en fait les déséquilibres de notre propre corps comme si ça n'était pas les nôtres et partir en guerre contre soi-même. Voilà, et ce principe de douceur dont j'ai parlé tout à l'heure, d'accueil, d'écoute, est profondément inscrit en moi maintenant et je lui trouve beaucoup plus de puissance et de vertu que cette disposition initiale là qui considère que la vie est une lutte et une guerre sans fin. C'est beaucoup plus paisible et agréable et c'est surtout beaucoup plus efficace. Donc ça a beaucoup changé. Oui, ce qui a beaucoup changé aussi, c'est de réaliser que oui, le soin n'est pas seulement un problème de molécules et de fonctionnalité cellulaire
Et 2, je mets un peu de sel, un peu de poivre et ça va refaire partir la machine, même si encore et toujours, et j'insiste, ça a tout à fait sa place et c'est très utile. Mais le soin, c'est aussi prendre soin de la profondeur, en fait, des personnes qui ont des difficultés de santé, les amener à se reconnecter à cette profondeur, à toucher leur dimension réelle, à partir dans cette aventure de la santé depuis des espaces de confiance, d'ouverture, de créativité aussi. Voilà, c'est cultiver tout ce qui est jusqu'ici considéré comme annexe et que moi j'ai trouvé finalement après cette exploration tout à fait fondamentale, avant toute autre chose même. Donc pour moi le soin c'est vraiment accompagner les personnes aussi vers cette approche-là. Et puis le soin c'est la relation, c'est cette disposition à l'égard de l'autre qui change tout. Quand on a fait l'expérience d'être extrêmement diminué et en difficulté, on se rend compte à quel point il est absolument essentiel de rencontrer des gens qui sont, eux, d'accord d'être là, qui se sentent à leur juste place, qui ont le temps de le faire, qui ont le temps de prendre soin d'eux pour bien vous accueillir. C'est absolument terrible d'être mal accueilli quand on est en très grande difficulté, voire d'être jugé, culpabilisé, ce qui existe hein, vraiment, parce que, pas parce que les gens sont moins bons que d'autres et ont une âme sombre ou que sais-je, hein, mais parce que la très grande majorité des humains est épuisée en fait. Et quand on est épuisé, on est dans sa survie, et quand on est dans sa survie, on ne fait pas bon accueil à celui qui vient vous solliciter. Et c'est étonnant de voir à quel point cette partie-là est extrêmement fondamentale parce que ça conditionne toute la liberté qu'on va s'octroyer de dire comment on va ou pas, et donc toute la découverte justement qu'on va pouvoir faire de soi-même. Voilà, je me suis surprise pendant cette aventure de maladie à sélectionner ce que j'allais dire ou pas parce que j'anticipais les réactions des gens, à ne donner que les symptômes dont je savais qu'ils allaient être à l'aise avec, à tronquer finalement mon vécu pour m'éviter des réactions qui auraient pu être de méfiance ou de rejet ou ne serait-ce que d'impatience. Et c'est pas du tout ça qui m'a aidée à trouver ma propre solution et à régler cette difficulté qui était vraiment majeure. Donc ça fait beaucoup. Ce qui a changé, c'est que la molécule est utile. La présence, l'écoute, la bienveillance est indispensable. Je le mettrai dans cet ordre maintenant. Est-ce que la méditation donne accès à une forme de spiritualité? Parce qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous accès à cette partie-là de nous. Est-ce que toi, ça t'a permis d'ouvrir des fenêtres vers la spiritualité? Oui, bien sûr, c'est quelque chose en fait de naturel. Au départ, on médite avec un objectif pour sa vie, on va dire quotidienne et ressentie. Et puis, on se découvre avec dans tellement d'autres dimensions de soi-même qu'on n'habitait pas jusqu'ici, qui étaient là, hein, qui ont toujours été là, mais tout simplement qui n'étaient pas investis. C'est comme avoir une grande maison et puis passer sa vie seulement dans le salon, en fait, et puis s'apercevoir que vous avez 3 étages, au-dessus, en dessous, un toit, une cave, et qu'il y a des richesses dans tous les recoins. Donc oui, bien sûr, ça amène une spiritualité. Ça amène pas une spiritualité, ça amène la réalité spirituelle de ce qu'on est. Ça nous permet de vivre et d'investir la réalité spirituelle de ce qu'on est, de ce que chacun est. Après, les dénominations sont différentes, les cultures et les traditions et les transmissions vont être différentes, mais nous sommes des êtres profondément spirituels au sens qui est que c'est notre nature en fait, notre esprit est existant et de notre esprit
jaillit une forme d'expérience de la vie qui est la nôtre et qui est tout à fait sur mesure et qui est tout à fait unique et importante et intéressante et à honorer, vraiment à honorer parce qu'elle est splendide. Voilà, alors évidemment la méditation c'est une fois qu'on a enlevé tout ce qui bouge, une fois qu'on a enlevé les idées, les émotions, les tensions, les douleurs du corps, tout ce qui attire notre attention habituellement, qu'est-ce qui reste et ce qui reste là est cette profondeur d'être qui est extrêmement plus que ressourçante en fait, hein, qui est dans les bras duquel on peut se déposer totalement et dans les bras duquel il n'y a plus vraiment de besoin particulier parce que c'est une dimension de nous-mêmes qui est pleine, entière et parfaitement paisible. La façon dont tu en parles, on dirait que c'est un accès à une forme de nirvana, de plus rien, presque. Il y a beaucoup de mots que j'emploie pas parce que je les connais mal, en fait, tout simplement. C'est pas du tout qu'ils soient pas exacts, mais je sais pas ce qu'il y a derrière. Et je connais pas les traditions qui les enseignent, donc je pourrais pas te confirmer ça pour cette raison-là. L'absence de désir, un accès à autre chose qui te suffit, finalement. Oui, tout à fait. On pourrait dire ça tout à fait comme ça. C'est un accès à la dimension complète de soi-même. Et cet accès à la dimension complète de soi-même, au départ, il peut être dans la méditation et puis après, il va venir instiller le quotidien et du coup, ça donne une autre saveur, une autre tonalité, une autre couleur à la vie, en fait. Qu'est-ce qu'on peut changer, selon toi, dans nos modes de vie pour être en meilleure santé ? Ça, c'est une vaste question. Ma réponse, ce sera toujours un peu la conscience, en fait. Parce que mon expérience à moi, c'est celle-ci, et d'autres auront d'autres réponses. Hein. C'est que quand on a conscience de ce qui se passe en soi, de ce qu'on est, de ce qu'on vit, de nos intérêts, quand on a conscience de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous en fait pas, voilà, c'est porter conscience, essayer d'avoir conscience, écouter pour que la conscience se révèle et comme ça mieux se connaître, c'est-à-dire à la fois dans ce qui nous plaît, ce qui nous déplaît, ce pourquoi on est fait et ce qui nous attire pas, mais aussi dans ce qu'on est et dans la profondeur que nous sommes. Donc pour moi, ça, c'est vraiment une vraie voie de la santé parce que forcément, quand on a beaucoup mieux conscience de ce qui nous anime et de comment la vie circule en nous, on va mieux la servir. En 2 mots, là et plus loin servir. Et donc, ça donne forcément une meilleure santé. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est quelque chose qui va nous donner des impulsions tout à fait naturelles pour prendre soin de soi. On va se mettre à manger différemment sans que ce soit une décision. On va avoir des relations, encore une fois, différentes, plus pacifiées. Notre environnement va même éventuellement se renouveler. On va changer, mais avec une transition douce. Hein. On n'a pas besoin de faire des grands coups de girouette, des grands coups de gouvernail à droite ou à gauche. Hein. On peut changer son activité professionnelle. On va comme avoir plus, quand on a plus de conscience de ce qu'on est et de ce qu'on vit et de comment ça circule, eh bien, on va pouvoir mieux s'adapter à ce qui nous fait du bien et ça va du coup se faire tout en douceur avec d'autres propositions et d'autres intentions qu'on va honorer différemment. Donc pour moi, ce serait beaucoup ça, ce serait beaucoup d'avoir mieux conscience de soi, de mieux se connaître et de mieux s'explorer. Mais aussi d'ailleurs dans ses relations avec les autres et dans sa relation avec le monde. Hein. C'est pas l'idée de se retourner que vers son intériorité et ses propres aptitudes ou ses propres désirs. Hein. Pas du tout. C'est mieux se connaître aussi au travers des relations et des interactions. Voilà, ça donne une vraie meilleure santé. Après, toutes les sphères de l'existence et de l'expérience, que ce soit la vie mentale, la vie émotionnelle, la vie physique, la vie relationnelle, peuvent s'améliorer avec
une meilleure vision de ce que c'est que la santé mentale, la santé émotionnelle, la santé du corps. Et ça passe par plein de choses différentes. Mais j'aime l'idée et le vécu de la conscience parce que c'est naturel. Ça n'est pas, on sort de cette habitude de, par la volonté, se forcer à, ce qui peut avoir certaines vertus, la discipline a certaines vertus, mais la violence n'en a pas, en tout cas pas dans mon expérience. Et donc on sort de ces schémas où on a des objectifs qui sont la plupart du temps ou déraisonnables, inatteignables, ou même malsains. Dans la relation au corps, on le voit beaucoup. Dans la relation à la productivité, à l'émotionnel, on le voit beaucoup, parce qu'il y a souvent une confusion avec le fait d'être calme et le fait de refouler ses émotions. Et souvent, c'est finalement ce qui va se passer. Pour être calme, on va refouler les émotions. Et c'est pas du tout comme ça qu'on a une bonne écologie émotionnelle. L'émotionnel a besoin d'être entendu et d'avoir le droit d'exister, en fait, pour être équilibré. J'en profite pour faire le pont avec les enfants, justement. Qu'est-ce qu'on peut leur transmettre pour justement mieux se connaître? Je crois que la notion de compétence émotionnelle, à l'heure actuelle, est très importante. La relativisation de l'intérêt des pensées aussi. Et ce serait peut-être les 2 points en dehors de tout ce qui est hygiène de vie, sortir de la sédentarité, faire attention à avoir une alimentation saine, etc., qui est relativement bien connue maintenant, même si c'est parfois difficile à appliquer. Mais peut-être que les 2 axes novateurs, ce seraient celles-là. Chez les Américains, il y a une espèce de principe éducatif comme ça que je trouve très bien fait, qui dit aux enfants que toutes les émotions sont bienvenues, mais toutes leurs expressions ne peuvent pas avoir lieu en l'état. Et c'est assez fidèle, à mon sens, à ce qu'on peut apporter aux enfants, leur dire combien leurs émotions sont respectables et être avec eux pour qu'ils trouvent une façon de les exprimer qui soit socialement acceptable. Ça, c'est quelque chose de vraiment important qui libérerait beaucoup des blocages qu'on voit chez les adultes à l'heure actuelle. Et puis, et ça, par contre, on n'y est pas du tout, à mon sens, nulle part. Désinvestir cette croyance en la toute-puissance du contrôle par notre vie mentale, l'anticipation, la déduction, la logique, la réflexion, qui ont leur place, mais qui ne sont pas à mettre en supériorité par rapport au reste de la vie que nous sommes, qui ont leur place, comme simplement la vie émotionnelle, comme la vie sensorielle, sensitive, perceptive, intuitive, spirituelle, voilà, comme tout le reste de ce que nous sommes, en fait, qui fait simplement partie de l'expérience, qui nous apporte des choses, mais qui n'a pas à être le maître dans notre demeure. Qu'est-ce que tu pourrais recommander comme pratique, peut-être quotidienne, comme outil pour ceux qui connaissent pas, par exemple, la méditation et qui voudraient s'y essayer? Il y a énormément de propositions à l'heure actuelle. Il y a la méditation, il y a la cohérence cardiaque, il y a des exercices de respiration, il y a voilà, beaucoup de propositions. Ce que je peux recommander, c'est déjà de s'y intéresser, en fait, tout simplement. De regarder si on a des a priori, si on a des idées toutes faites sur ce que c'est, et d'aller regarder. Par exemple, moi j'anime des ateliers de méditation et très souvent les gens me disent méditer c'est faire le vide dans sa tête. C'est pas du tout ça, méditer. Méditer, c'est observer, c'est accepter ce qui est là, tel que ça se présente, en fait. Et au départ, quand on n'a pas l'habitude et qu'on médite, ce qui se présente, c'est beaucoup d'idées. Et donc, si on veut faire le vide dans sa tête, on va beaucoup souffrir parce que c'est pas du tout le résultat qu'on aura et on va laisser tomber. Voilà. Ce que je pourrais dire, c'est déjà commencer par là,
Oui, donc s'y intéresser et puis après trouver une forme de pratique qui nous convienne en fait. Donc pour ça, parfois il faut en essayer des différentes. Il y en a plein, hein. Il y a les programmes MBSR qui sont les programmes de réduction de stress, hein, qui peuvent être suivis. Il y en a beaucoup qui sont proposés en ligne maintenant, donc c'est très facile. Mais il y a aussi des choses j'allais dire, plus profondes. Les centres de heartfulness, qui sont des pratiques absolument magnifiques, extraordinaires. Voilà, il y a des centres dans beaucoup de villes avec des espèces de clubs en fait. Hein. Là, c'est tout à fait gratuit. On peut venir régulièrement méditer. On peut méditer tout seul sur YouTube pour commencer. On peut télécharger une application Respirelax ou Petit Bambou. On peut se mettre sur la chaîne d'Eckhart Tolle. Je veux dire, on n'a que l'embarras du choix. Et peut-être c'est un problème. Moi, ce que je recommande, c'est simplement de se diriger vers quelque chose qui nous attire, qui nous plaît, qui nous soit plaisant, de la douceur, du soin, du bien-être, du fait de se déposer en fait dans ces pratiques méditatives et de pas les considérer comme une case à cocher en plus sur la to-do list. Ouais, c'est ça. Ça, c'est très important pour moi. Et là, après, la vie fait le reste. C'est-à-dire que ça s'affine, on fait des rencontres. Bon, c'est le jeu de la vie. Hein. Oui, on peut partir en retraite. Moi, après, une fois que j'étais sortie de mon lit, je l'ai beaucoup fait. Hein. J'ai fait beaucoup, beaucoup de retraites de méditation pour avoir des moments et des journées entières où j'étais concentrée que là-dessus. Aussi parce que j'avais du coup une aspiration spirituelle qui s'était révélée, que je connaissais pas avant. Et que j'en avais besoin et que ça me faisait immensément du bien, quoi. Mais ça se fait tout seul. L'essentiel, c'est de trouver le moyen de commencer, quoi. Pour les enfants, il y a plein de choses aussi, hein. Il y a la petite grenouille et sa météo. Il y a ça peut être très court, ça peut être très ludique. C'est quelque chose qui va donner une autre vision de ce qu'on est et un autre vécu de ce qu'on est. Voilà, vraiment. Merci beaucoup, Sophie, pour ton témoignage. Et puis, je te souhaite une très bonne continuation sur ton chemin. Merci, Chloé. Et merci et au revoir à tous ceux qui écouteront cet échange. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le liker et de vous abonner à la chaîne YouTube du podcast À Cœur Joie. Merci beaucoup de votre écoute et prenez bien soin de vous.